Yo, ouais, c'est bon. Ok, donc je me présente, je suis Niakan, je bosse chez Digital Security, donc la boîte française, hein, pas russe. Et du coup, je vais présenter un quick and dirty analyse de TinyNuke, un malware bancaire, donc qui est très basique, donc assez sympa pour tout ce qui est, pour commencer dans le reverse de malware et, euh, et l'analyse, tout simplement quoi. Ce qui est très classique au niveau comportemental. Donc le but de l'analyse, ça va être surtout de récupérer à la fin la configuration. Et en fait, en analysant, on voit un peu ce qu'il fait en général. Voilà. Du coup, donc moi je bosse au CERT de Digital Security en réponse à incident. Donc la team DFIR et donc plutôt ce qui est forensique, etc. Et je commence tout juste à analyser 2-3 binaires pour m'exercer. Donc premièrement, ça va être le lab pour analyser le malware. Typiquement, pour éviter de se faire infecter. Donc là, il est très basique, c'est le plus simple. Il y en a toutes sortes. Donc il y a différents sites hein, qui permettent de sécuriser bien sa VM, etc. Bon, moi, j'ai choisi tout simplement un autre. Il n'y a pas les... Bon, c'est pas grave. Un autre Debian avec une VM qui est bridgée et je redirige tout simplement le trafic de ma VM sur Tor pour être juste sur un autre réseau. Voilà. Et pas griller l'IP de ma société, par exemple. Donc maintenant qu'on est prêt, on peut analyser 2-3 binaires. Donc TinyNuke, c'est un bancaire. C'est un bancaire qui est apparu l'an dernier. Donc c'est l'histoire en fait d'un Français, d'un jeune Français qui a codé tout simplement un petit botnet et qui a essayé de le vendre sur le dark web. Sauf qu'il a essayé, il a été un petit peu trop véhément. Il a dit achetez mon malware, il est génial, il fait plein de choses, il bypass tous les antivirus. Et le problème, c'est que du coup, il s'est fait bannir par les forums du Darknet. Ils l'ont pris pour un scammer. Ce qui fait du coup qu'il s'est un peu vexé et il a release son code source sur GitHub en mars dernier. Et donc forcément, alors sur son GitHub, il y avait son nom, son prénom, donc on sait très bien qui c'est. Voilà, donc il y a eu 2-3 problèmes. Et forcément, suite à ça, on a vu plein de variantes de TinyNuke, forcément. Donc des gens qui ont repris le code et qui ont essayé de faire les leurs, etc. Donc forcément, les dernières versions, c'était un peu buggé. Donc c'était un peu ironique vu qu'on a dû les patcher pour se faire inspecter, pour les analyser. Donc moi, ma variante, elle va dater de mars, non pas mars, avril. Voilà. Donc pour mon sample, le mien est droppé via un mail de phishing tout simplement. Il y a un lien vers une facture.zip. Donc assez classique. Ce qui est assez enfin, moins courant, c'est qu'il est écrit en très bon français, ce qui est plutôt rare en général pour les malwares. Donc éventuellement, on se dit peut-être que ça cible la France, quoi. Donc dans le facture.zip, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une image, donc elle est vide, il fait 0 octet. Et par contre, il y a un doc qui semble un petit peu lourd pour contenir juste des textes. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un strings sur le doc, histoire de voir ce qu'il contient. Donc évidemment, il y a une macro, on ne sait pas encore si elle est malveillante ou pas, donc typiquement, on peut voir pas mal de code VB qui apparaît, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire la macro pour voir ce que ça fait. Donc pour faire ça, on a plusieurs outils, type OLEDump ou malware Office Malware Scanner sur Windows, etc. Donc voilà. Donc une fois qu'on extrait la macro, forcément, c'est obfusqué. Enfin, forcément, en fait, ça dépend. La plupart du temps, c'est obfusqué. On trouve encore des malwares avec des droppers en VB non obfusqués. Donc bon, le mien était obfusqué. Donc, plusieurs choses. Il y a des outils qui existent qui permettent d'obfusquer des strings. Mais généralement, ça va être des strings qui sont print par le code. Donc là, on a vraiment tout qui est obfusqué, donc ça ne marche pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé d'outil qui le faisait. Si quelqu'un en a, je prends. Deuxième solution, remplacer généralement les execs, donc qui vont généralement exécuter le CMD, une commande shell, etc. Par un message box, comme ça on print tout simplement la commande plutôt que d'exécuter. Donc on voit un peu ce que ça fait.
Pas de chance ici, tout est obfusqué aussi, les variables, les noms des fonctions. Bon. Du coup, j'ai décidé de le faire à la main, voir un petit peu ce que ça fait. Donc, une bonne dose de painkillers et on y va. Donc, j'ai passé juste 1 heure à essayer de comprendre ce que faisait chaque fonction, remplacer le nom des variables pour voir un petit peu ce que ça faisait, etc. Et au final, je me suis juste rendu compte, 1 heure plus tard, qu'il suffisait en fait de print le contenu des variables et on pouvait tout simplement avoir ce genre de choses. Donc typiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça trigger le PowerShell et ça va télécharger un facture logistique.exe sur la machine. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'était le dropper. C'est assez classique en général. Donc on peut en avoir en JavaScript aussi, des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a téléchargé notre .exe? Donc on va le mettre dans IDEA pour voir un peu ce que ça fait, mais avant tout, on va le run. Enfin, moi, je l'ai run pour voir ce que ça fait. Et bah, ça crache. Et donc là, on se dit, il y a sûrement un anti-debug ou un anti-VM, je sais pas. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc les anti-debug, il y a plusieurs techniques en général. La plupart des malwares ou même software en fait utilisent ce genre de choses pour éviter d'être débuggés, d'être détectés, pour qu'on puisse voir ce qu'ils font. Donc ça peut être des calls à différentes API parce que quand un processus est lancé en mode debug, il y a des flags qui sont setés, il a certaines propriétés, etc. Donc ça va être des choses comme ça. Il peut aussi catcher tout ce qui est breakpoint, vu que c'est en fait juste un code qu'on met dans le debugger. Et ça peut être aussi un anti-VM, etc. Mais je ne me suis pas attardée sur ces techniques-là. Donc là, en l'occurrence, on a affaire à un anti-debug. Donc ce qu'on va faire, alors par contre, juste avant que ça crache, on a juste le temps de voir ces processus spawner. Donc on a un .exe, donc celui qu'on a téléchargé, puis un TMP, et ensuite ça spawn un Firefox. Juste après, ça crache. Bon. Du coup, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va briquer sur le premier create process, celui qui va nous créer le TMP. Ce qu'on peut voir dans l'argument de l'EAX qui va nous créer tout le facture.tmp dans ce folder qui est assez typique du TinyUk en fait, qui s'appelle dans le TMP, local temp is xxx machin chouette, voilà. Donc create process, donc après ça va cracher, donc on est en erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a un truc assez intéressant sur create process, c'est que le 4e argument en fait, il permet de lancer le processus dans différents modes. Donc typiquement, la valeur 4 permet de le lancer en mode suspended. Ce qui fait que du coup, il va se créer et ça va s'arrêter. Donc en fait, on a juste à patcher et on a notre TMP qui est suspended. Donc avec ça, on va pouvoir s'attacher dessus pour voir ce qu'il fait. Donc on va chercher son code en mémoire dans les segments et on s'attache dessus au moment où il est accédé par le programme. Et on breakpoint sur ensuite firefox.exe, vu qu'on a vu que tout à l'heure, ça spawnait ça juste après. Donc on run le TMP et on remarque en fait ça va tout simplement via le procmon, on voit que ça drop une tonne de fichiers de DLL dans le is xxx. Et en fait c'est tout simplement l'installeur. Donc ça installe notre malware et dans les fichiers qui sont droppés, il y a 2 fichiers qui peuvent être, enfin plutôt un fichier intéressant mais un qui est assez marrant. C'était assez typique des premières versions du malware, c'est-à-dire qu'il dropait une image, généralement. Bon, pour se moquer un peu des gens, voilà. Donc là, on se dit, bon, c'est en français, c'est pour se moquer des Français, bon, ok. Et ensuite, plus intéressant, la version de Firefox qui est droppée. Donc c'est un Firefox légitime, mais c'est une vieille version de Firefox, donc 56 pour celle-là. Et on va voir pourquoi il drop ça. Donc, on s'attache sur notre TMP, on a breakpoint sur le prochain create process, normalement on devrait avoir le Firefox. Donc, on a notre Firefox en suspended, comme tout à l'heure, vu qu'on a patché aussi la valeur. On break dessus. Et ensuite, on remarque en fait qu'il va nous loader beaucoup de lib, et à un moment donné, ça va être, il va nous load le fichier dependent libs.list.
Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Il y a une DLL. Et typiquement, ça va être la DLL qui est malveillante. Et ça, en fait, c'est la vulnérabilité des anciennes versions de Firefox. Typiquement la 56, alors j'ai pas vraiment réussi à trouver dans quelle version ils l'ont enlevé, mais grosso modo, quand le chercheur a trouvé cette vulne-là, il a il a demandé à Firefox de patcher. Ils ont dit, bon, on s'en fout, de toute façon, on va enlever bientôt la feature. Donc voilà. Donc pas de CVE là-dessus, ni rien. Du coup, là, on a un problème de check d'intégrité, vu qu'on peut mettre en fait toutes sortes de DLL dans ce fichier-là, qui sera automatiquement loadé par le Firefox. Donc c'est ce que TinyNuke fait. Il va loader le data.dll. Du coup, on va regarder ce que fait le data.dll plus précisément. Donc même chose, on cherche son code sur le segment mémoire à l'instant où il est exécuté. Et on va pouvoir voir qu'il crée en fait un thread, donc cette fois, pas un process. Et on va voir ce que fait ce thread. Donc on peut voir que la première chose qu'il fait, c'est de checker le langage du système et du keyboard. Donc la plupart des malwares font ça pour checker si la cible est correcte ou pas. Typiquement OC, ça va être le langage le français en fait. Donc là on est sûr, ça target la France. Donc c'est un malware typiquement français qui target la France. Donc généralement la première phase c'est l'unpack. Donc les malwares sont packés pour obfusquer leur code et aussi pour des fois une question de taille vu que ils sont comme zippés entre guillemets quoi, compressés. Donc là ils se dépackent directement dans la mémoire. On peut voir directement les strings qui sont obfusqués, c'est les API, etc. La clé elle est hardcodée et en fait c'est juste un XOR en fait. Donc il ne pas que ça conf là-dedans. Et puis pour la persistance, c'est pour résister généralement au reboot de la machine. Donc là, ça va être très basique aussi. Il va juste créer un fichier. Donc là, typiquement, on voit des file permissions. C'est la création d'un dossier qui comporte un nom qui va être process avec les différents paramètres, dont le nom de la machine sur laquelle il est. Et dans ce folder, il va dropper beaucoup de DL. Donc la même chose en fait. Il va se réinstaller entre guillemets là-dedans. Et créer le link, le raccourci vers le Firefox dans le dossier startup. Donc très très classique et très basique. Généralement, les malwares un peu plus sophistiqués vont plutôt créer des clés de registre, des choses comme ça. Donc c'est pas le cas de celui-là. Ensuite, généralement, pour ne pas ne réaffecter la même machine, les malwares vont créer un mutex pour vérifier si la machine s'est pas déjà pris le même malware. Donc si jamais le mutex existe déjà, il va exit tout simplement. Et puis, donc on a un énième create process, et typiquement, la même chose. On va patcher aussi, et ça nous spawn un autre Firefox. Alors, da fuck, on sait pas trop pourquoi. Généralement, les malwares vont implémenter des choses comme ça, un peu mindfuck pour brouiller l'esprit des analystes. Bon là, c'est pas bien compliqué, mais bon, voilà. C'est ce qui expliquerait ça. Donc la même chose, rebelote, le data.dll, l'unpack, la persistance. Et on tombe finalement sur le dernier create process qui est le dll-host.exe. Donc on peut voir la string qui est push en haut et le create process juste en bas pour le dll-host. Et là, ça va être notre payload. Et juste avant de créer le dll-host.exe, il va faire appel aux API Wininet, qui sont typiquement en fait les appels à tout ce qui est Internet, etc. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il va checker la version de l'OS pour télécharger la bonne version de la configuration. Et ensuite, il initie la connexion au CNC. Donc tout ce qui est adresse du CNC, l'URL, en fait, elle était unpackée en même temps que les libs un peu avant, quoi. Donc c'est hardcodé. Donc là, typiquement, on voit le schéma d'une connexion, d'un dialogue avec le CNC. Donc interception, open request, etc. Il dialogue et à la fin, il reçoit les informations du CNC qu'il va lire et qu'il va mettre en mémoire du coup. Donc forcément c'est chiffré, il communique via HTTPS avec le CNC. Et juste après, en fait, il y a une routine, donc pareil, ça reste un XOR très simple, qui va déchiffrer la configuration juste après dans la mémoire.
Donc à ce moment-là, on n'a plus qu'à dumper la mémoire et on obtient la configuration. Donc une fois que le malware obtient sa configuration, une fois qu'il obtient sa configuration, il va créer finalement son DLLhost.exe, mais cette fois il le crée en suspended directement. Et ça, c'est parce qu'en fait, il va injecter la configuration qu'il vient d'avoir. Typiquement, on voit qu'il s'injecte avec un write process memory. Généralement, il est précédé d'un virtual alloc, d'un virtual alloc juste pour faire de la place en fait dans le process et ensuite s'injecter dedans. Donc, il injecte sa configuration dans le DLLhost.exe. Et ça, c'est le genre de configuration qu'on cherche. C'est ce qu'on appelle les injects. Et typiquement, comment ça marche, dès que l'utilisateur va aller via le Firefox malveillant, modifier sur ces URL-là, dès qu'il hit ces URL, ça va trigger le JavaScript qui va ensuite keylogger généralement les creds de l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'avoir en tant que CERT, on va dire, pour généralement avoir les IOC, les URL qui vont bien, et ensuite alerter les clients et bloquer les bots URL, etc. Et pour partager sur les plateformes d'intelligence, des choses comme ça. Est-ce que c'était tout? Donc la vague de malware, elle s'est calmée, on n'en a plus vu jusqu'à là. Les dernières versions n'étaient pas trop différentes de la première, mais je pense que les gens du CRTG pourront nous dire plus, ils en ont analysé un peu plus. Et donc voilà, c'est bon. Voilà, donc si vous avez des questions. Donc j'ai oublié quelque chose, mais pas grave. Je me fais mal. Bonsoir, merci pour le retour d'expérience. Je voulais savoir, en fait, tu parlais qu'au tout début, donc, il se décompresse. J'avais regardé, parce que je l'ai eu entre les mains, mais je ne sais pas si c'est la même version que toi. J'avais regardé, en fait, dans l'exe facture. Alors, je vais pas me tromper. Il me semble, dans l'exe facture.exe, en fait, on voit des chaînes en Delphi. Et de mémoire, je crois que c'était un InnoSetup. Est-ce que toi, c'était un peu la même chose? J'ai eu un InnoSetup aussi, ouais. Et c'est dans des versions plus récentes ou... Les premières versions. Moi, c'était une version relativement récente aussi. Ouais. D'accord. Pas récente, ancienne, pardon. D'accord. Dans les plus récentes, par contre, là, je pourrais pas répondre. D'accord. Merci. Derrière. Tu as parlé à un moment d'anti-debug et d'anti-VM. Et après, tu l'as rencontré ou Alors, j'essaie justement de bypasser. Alors, le but, quand j'ai fait ça, généralement, c'était pour avoir la conf. Donc, sur le coup, je ne me suis pas penchée plus dessus. Mais par contre, en regardant un peu après, effectivement, tu vois des API type isDebugger présente ou des choses comme ça. Donc, il y a au moins cela. Et certains traps du type... il check s'il y a le trap flag qui est activé. Donc, c'est-à-dire quand tu fais du single step avec IDA, ça lève ce flag et il check ça. Voilà. Donc, vous êtes bien sage, dis donc. Il fait faim pour certaines personnes. Alors, tous ceux qui ont commandé une pizza lors de l'achat du billet, préparez juste une carte d'identité ou une carte bancaire, enfin quelque chose qui prouve votre identité pour comme ça on peut vous marquer. Voilà. Bon appétit.